vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est l'hiver et de nombreux Québécois passeront des congés dans le sud. Le gouvernement américain a modifié sa politique touristique pour inclure l'inspection des appareils électroniques aux douanes. Cela touche même des scientifiques en déplacement. Un chercheur français n'a pu poser le pied sur le sol américain après une fouille de son téléphone et la découverte de certains messages critiques envers l'administration Trump. Certaines universités enjoignent leurs chercheurs à la prudence et à modifier les paramètres pour protéger leurs données sensibles, en commençant par leur mot de passe. Ces changements réglementaires pourraient nous pousser à devenir plus vigilants sur les traces que laisse notre vie en ligne et aussi l'importance de veiller sur nos données personnelles. Nos données numériques sont-elles à risque dans nos voyages dans le Sud et dans notre vie tout court? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous intéressons à notre vie numérique lors de nos déplacements hors du pays, particulièrement chez nos voisins américains, et comment mieux protéger nos données personnelles. J'en parle avec mes invités. J'en parle avec Fanny Tan, chercheure à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse indépendante spécialisée en technologie. Bonjour. Bonjour. J'en parle aussi avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques, et l'un des fondateurs de Crypto Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement de Trump est décidément bien curieux de notre vie numérique et la vie numérique des visiteurs. Si vous passez la frontière américaine, il est possible que l'on vous demande de montrer certaines données personnelles issues de votre téléphone. On apprenait avant Noël que les voyageurs de 42 pays exemptés de visa pour 90 jours et dotés d'une autorisation de voyage électronique pourraient bientôt devoir fournir aux douaniers l'accès à leur historique de publication des médias sociaux, mais aussi les numéros de téléphone et les adresses électroniques des 5 dernières années. On parle des ressortissants de l'Australie, de la France, du Japon. Pour l'instant, le Canada n'en fait pas partie. Donc, pour commencer, je vais commencer avec vous, Madame Tan. Concrètement, lorsqu'on passe la frontière de nos voisins américains, que doit-on montrer? Ça dépend beaucoup parce que le niveau de fouille dépend de l'agent frontalier, en fait. Donc, si dans le fond, l'agent frontalier a un peu toute la discrétion. C'est lui qui va choisir, lui ou elle qui va choisir à quel point on est jugé suspect et à quel point on peut potentiellement être fouillé et même voire détenu à la frontière. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est sûr que le niveau du scrutiny des agents frontaliers à la frontière américaine a vraiment augmenté depuis l'administration Trump 2.0. Ouais. Puis depuis les attentats du 11 septembre, on sait la surveillance des frontières, particulièrement celle américaine, a explosé. Mais depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on remarque que la liste des voyageurs qui sont jugés suspects s'est considérablement élargie, puis qu'elle englobe maintenant plusieurs travailleurs, notamment du monde de la science et du monde de l'information, qui sont deux domaines qui sont régulièrement dans la mire de l'administration Trump. Donc pour ces personnes-là, il faut avoir un niveau de vigilance beaucoup plus accru quand on décide d'aller aux États-Unis. Le gouvernement américain aimerait que les médias sociaux deviennent un élément obligatoire de données à une demande d'autorisation de séjour. Monsieur Descaries-Mathieu, parlez-nous du pouvoir que les autorités américaines ont sur les données téléphoniques. Ben, ça dépend. Sur leur territoire, ils ont à peu près tous les droits. Notamment, je pense entre autres, il y a des mécanismes qui prédatent l'ère Trump pour ce genre d'affaires-là. C'est une affaire que je veux mentionner. Là. Oui. On est très, très fort, souvent avec raison, de blâmer Trump pour ci, pour ça. Ces mécanismes qu'il met en place vont lui survivre. OK? Et vont être utilisés par d'autres administrations, autant républicaines que démocrates. Parce que je mets la préambule comme ça parce que je me souviens très bien de l'administration Obama, qui a été précurseur de l'assassinat par drone, supposément président progressiste. Là. C'est un petit peu ordinaire. Donc, je dirais qu'il faut dépersonnaliser ça, de laisser faire, que ce soit Trump ou futur président démocrate ou républicain, peu importe. C'est des mécanismes en place qui existent et il y en a plusieurs. À l'époque de Obama,
où, mettons, on va dire il y a une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, il y avait déjà des programmes comme le programme PRISM qui donnait essentiellement un mainmise des autorités sur directement les fournisseurs de services Internet. À l'époque, bon, c'est ça, c'était Google, Dropbox, etc., qui était essentiellement un pipeline direct pour aller siphonner de l'information. On a des trucs similaires maintenant, notamment avec le Cloud Act américain. Cloud Act, c'est un acronyme, là, c'est Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Essentiellement, ça leur permet de, via un ordre de la Cour, doublé d'une ordonnance de non-publication, un gag order, d'aller chercher les données qu'ils veulent sur les citoyens américains. En gros. Et malheureusement, on est assujetti à ça par accident, pas par accident, mais indirectement, on est assujetti à ça. C'est que le Cloud Act permet au gouvernement américain d'aller voir un fournisseur Internet puis lui dire « Je veux que tu me sortes les informations que tu as sur telle personne, telle entreprise, peu importe, qui utilise les services du fournisseur en question. » Les fournisseurs, la majorité des gens vont utiliser soit Amazon Web Services, soit Google Cloud, soit Microsoft Azure pour héberger leur site web, pour faire de l'hébergement ou quoi que ce soit. Fait que même si on a, mettons, une entreprise qui est ou un particulier qui utilise un service d'Amazon Web Services, il est assujetti au Cloud Act parce que Amazon Web Services est assujetti au Cloud Act. Donc, c'est plus géographiquement parlant où la personne ou l'entreprise est, c'est l'entreprise en question qui est assujettie à ça. Donc, ça, c'est le gros changement du Cloud Act. Donc, tout ça pour dire que ça soit des compagnies de télécommunications, cellulaires ou autres, généralement, et ça, c'est un gros problème au niveau de l'indépendance numérique, de la souveraineté numérique, c'est vraiment d'utiliser les services américains pour faire de l'hébergement ou autre. Admettons, il y a bien des grosses entreprises au Canada qui vont être hostées entièrement sur Amazon Web Services, ou Google Cloud ou quoi que ce soit. Même s'ils desservent des services, on pourrait dire, critiques pour les Canadiens ou autres, sont quand même assujettis aux Américains via le Cloud Act, via leurs fournisseurs. Donc ça, c'est un gros enjeu au niveau de la souveraineté numérique. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire par rapport à ça parce que la majorité du trafic Internet, que ce soit cellulaire, que ce soit à la maison ou corporatif ou autre, passe par les États-Unis. Ouais. C'est de même qu'Internet est fait. Hein. Il y a des séries de ce qu'on appelle des Internet Exchange Points qui concentrent le trafic à certains endroits stratégiques. Des nœuds, oui. Oui, exactement. Tu sais, des IXP comme ça, au Canada, il y en a une quinzaine, puis aux États-Unis, genre 150. Là, fait que forcément, la majorité du trafic va là. Fait que ça, longue réponse. Pour dire que ça soit sur un cell ou à la frontière ou quoi que ce soit, le problème est en amont de tout ça, en fait. C'est avec les fournisseurs sur lesquels on est dépendant, la majorité sont américains. L'infrastructure dans laquelle on est dépendant d'Internet est américaine. Donc, on est un peu niqué avant même de se rendre à la frontière. En fait. Entendu. Madame Tan, justement, quand on se rend à la frontière, si le douanier prend notre téléphone, on doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'il regarde et est-ce que si moi, je suis vérificatrice de faits et journaliste, j'ai plus à me méfier? Je suppose que oui. Oui, c'est effectivement, c'est sûr que je vais commencer avec les journalistes et les vérificateurs de faits. En fait, c'est là que j'ai concentré ma recherche. Là. Déjà, il y a un cas vraiment emblématique, je pense, parce qu'on en a beaucoup parlé l'année passée dans les nouvelles, des fouilles à la frontière, des refus aussi à la frontière américaine. Il y avait le cas d'un chercheur français qui se rendait à une conférence à Houston, au Texas, qui s'est fait revirer de bord suite à la découverte de messages dans son téléphone contenant des propos critiques envers l'administration Trump. Donc, on sait que les agents frontaliers peuvent nous demander de regarder notre téléphone, particulièrement les voyageurs étrangers. Même si c'est en français? Peut-être qu'ils ont des agents dédiés là, à la traduction. Oui. Et donc, on a les chercheurs, on a les journalistes, les vérificateurs de faits aussi, comme vous disiez, pardon. Il y a un mémo interne qui a été obtenu par certains médias et agences de presse qui montrait que le département d'État américain demande à ses officiers frontaliers d'explorer en profondeur l'historique de travail de celles et ceux qui soumettent une demande de visa pour entrer en sol américain, particulièrement, comme vous le disiez, là, des gens qui travaillent dans le domaine de la science, de l'information, les vérificateurs
vérificateur de faits aussi, et toute activité connexe à la vérification de faits, comme de la modération de contenu, qui représente aux yeux de l'administration Trump des activités de, entre guillemets, censure à l'égard du free speech américain. Donc, eux, c'est comme ça qu'ils le justifient. Et les agents frontaliers sont sommés de regarder les CV des applicants, leur profil LinkedIn, même leurs apparitions médiatiques à la recherche d'activités qui incluent la lutte contre la désinformation et la mésinformation et la modération de contenu. Donc, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup à la discrétion de l'agent frontalier. Est-ce que tous les agents frontaliers vont nécessairement fouiller nos téléphones de manière aussi extensive? Peut-être pas. Mais quand même, c'est important de rappeler que dans le mémo interne, là, on demande même aux agents de scruter les activités de travail en ligne qui sont liées au trust and safety. Donc, je ne sais pas c'est quoi la traduction en français, sécurité et confiance. Il y a beaucoup de plateformes. En fait, je pense que toutes les plateformes importantes en ligne ont cette catégorie de travailleurs qui travaillent dans le trust and safety. Puis, cette catégorie de travailleurs-là travaille notamment dans la prévention de la fraude, de la sextorsion puis de la lutte contre le partage d'images d'abus sexuels d'enfants. Là. Donc, c'est très large, là, les personnes qui sont visées par cette demande-là du département d'État américain. Et donc... Et j'imagine que quand on vient de certains pays aussi, là, dès qu'on vient, on est peut-être avec une couleur de peau, avec un nom qui sonne un peu plus moins américain, on va dire ça comme ça, non? Moins américain, moins blanc. Oui. Définitivement, avec la guerre contre l'immigration de Trump, je pense ça fait partie là, de toutes ces politiques-là. Donc oui, je pense qu'il faut faire très attention. Il fallait déjà faire attention. Je pense que là, il faut redoubler de... Oui, c'était déjà désagréable de passer la frontière américaine. Ouais. Il y a des trucs pour ça, pour l'avoir passé à bien des reprises, notamment quand tu es un professionnel de la cybersécurité, tu es devant un douanier américain. C'est très surtout ça aide quand t'es blanc, là, mais c'est très winner de dire que tu travailles en sécurité. Parce que là, tu as des atomes crochus avec l'agent des services frontaliers. Faut pas oublier un truc par rapport à l'agence des agents des agents frontaliers, des douaniers en tant que tels, sont entraînés pour spotter ce qui sort du lot. Okay? Les anomalies, les trucs comme ça. Oui, c'est facile de dire que oui, OK, il y a un turban, donc contrôle secondaire. Je dis pas que c'est faux, mais il n'y a pas que ça. Si on arrive, mon point, c'est que si on arrive, on se dit, OK, ben là, moi, je veux pas que les agents de services frontaliers checkent mes réseaux sociaux, puis je veux pas qu'ils fouillent mon téléphone. Je vais arriver avec un burner phone, un téléphone jetable, quoi que ce soit. Ça, là, c'est un red flag pour les agents frontaliers parce que c'est anormal. Fait que vous allez passer au contrôle secondaire, vous allez sentir le gars blanc, puis c'est pas le fun, croyez-moi. Puis c'est pas nécessairement. Ils vont chercher le deuxième téléphone, c'est ça? Qu'on a caché dans la valise? Si le but, c'est de passer comme si de rien n'était puis de protéger ces informations, c'est un échec. Parce que sont entraînés pour voir le kidam qui passe les douanes va le passer avec son téléphone personnel, avec ses réseaux sociaux. Et tandis si moi, je suis un douanier, puis je vois un gars qui arrive avec un burner phone qui n'a rien dessus, puis là, je vais chercher sur Internet, puis tous ses comptes sont fermés ou whatever, puis admettons, il y a entre 25 puis 35 ans, on va dire, là, tu sais, comme à l'âge où tout le monde a un des réseaux sociaux puis un téléphone cellulaire. Moi, ça me lève un flag. Donc, malheureusement, c'est pas une solution viable pour passer inaperçu. Au contraire, ça lève des flags au niveau des agents du service frontalier. Donc, ça, à prendre en considération pour les militants et autres personnes, et journalistes et autres personnes qui vont être plus scrutées. C'est pas une panacée, ça. Oui, ben en fait, moi, je vais me dire de la cybersécurité, finalement, c'est peut-être la bonne carte à jouer. Ça a marché pour moi dans le passé. Donc, les choses ont beaucoup changé depuis un an aussi. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Vous avez évoqué tout à l'heure la souveraineté numérique. Oui. Ça signifie quoi exactement, la souveraineté numérique? Donc, ma définition de souveraineté numérique, c'est un pays doit être en mesure de... Tout ce qui est infrastructure technologique doit être sous son contrôle à lui, soit sur son territoire ou avoir une certaine réglementation, capable d'appliquer une réglementation pour les fournisseurs de services en tant que tel. Ce qu'on n'a pas présentement. Présentement, le Canada, c'est un excellent exemple de ça, mais ailleurs dans le monde, c'est le cas aussi. Comme je disais tantôt, la majorité des entreprises
les Kidam ou autres, vont utiliser des services de grosses compagnies américaines pour l'hébergement ou autre. T'sais, on n'est pas obligé de faire ça. Il y en a des compagnies québécoises, canadiennes ou autres qui font ça, de moindre d'ordre de grandeur, plus petites, moins réputées, etc., etc. Il y a moins de publicité entourant ça aussi. Donc, on est moins porté à aller là. Mais la souveraineté numérique, c'est être capable de dire, cette entreprise-là, mettons, est au Québec, est assujettie aux lois et aux réglementations québécoises, et non à des réglementations extérieures, comme le Cloud Act, par exemple. C'est difficile à trouver parce que, comme je disais tantôt, les gros joueurs américains sont gros, ils emmènent large, il y a plein de bonnes raisons d'utiliser leurs services, il y en a plein de mauvaises aussi, mais ils sont là, c'est des monolithes, là. Donc, c'est très dur de passer à côté de ça, surtout quand on sait comment, je l'ai mentionné tantôt, comment l'infrastructure Internet fonctionne. À peu près le quart du trafic qui va du Québec au Québec, on va dire, va passer par les États-Unis. À cause de la manière que c'est fait. Quand on va outre-mer, c'est la quasi-totalité, à cause des câbles Internet sous-marins qui vont de l'Atlantique, qui passent en dessous de l'Atlantique ou du Pacifique. Qui reviennent. C'est à peu près 90% du trafic. Donc, beau concept. Souveraineté numérique, très difficile à appliquer réellement dans le contexte actuel où les Américains, autant au niveau privé qu'au niveau gouvernemental, emmènent très, très large. Oui, mais c'est ça, c'est parce que le principe de souveraineté numérique est inscrit dans la réglementation québécoise. Le gouvernement Legault a adopté un arrêté ministériel le 3 décembre dernier, souveraineté des données et un contrôle accru sur les infrastructures d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par là, finalement? On doit entendre que c'est un gouvernement qui s'en va avoir en élection dans pas longtemps, puis là, il commence à faire des affaires le fun pour le public au sens large. Encore là, je pense que c'est pas une mauvaise idée de mettre ça sur papier puis dire il faudrait être les plus indépendants possibles, les plus souverains possibles au niveau de ces infrastructures qui sont souvent critiques. Hein? Que ce soit réseau cellulaire ou n'importe quoi, les réseaux bancaires, etc. Ça reste considéré comme une infrastructure critique au Canada puis au Québec. Dans les faits, concrètement, c'est difficile à faire. Il y a des centres de données nuagiques qui existent, qui sont entièrement québécois. Je pense, là, j'y vais de mémoire, là, Micrologique, fait ça. Qui sont certifiés, tout le kit. Tu sais, faire un job, c'est correct, là, tu sais, mais ça règle pas le problème de la connectivité puis sur ce qu'on appelle le back-end, essentiellement. Puis ça, c'est pas une affaire qui change en 2 secondes. Puis il faudrait passer nos propres câbles. Il faudrait augmenter le nombre de Internet Access Points, genre, ou privilégier le trafic envers ces IXP-là au Canada puis au Québec. Là, ça crée de l'embouteillage, vu qu'il n'y en a pas autant au Québec puis au Canada qu'aux États-Unis. Ça complique les choses, on va dire ça comme ça. Donc, absolument. il existe d'innombrables exemples d'informations et de données détenues par les entreprises technologiques, des fournisseurs de télécommunications, des banques, des universités ou même d'entités d'information qui pourraient être sensibles aux mains des analystes étrangers ou des douaniers américains. Madame Tang, maintenant que tout le monde utilise le nuage justement pour sauvegarder les données sensibles, dont les mots de passe, est-ce que c'est à risque quand on voyage dans d'autres pays et quand on consulte peut-être ces données d'autres pays ou d'un aéroport, est-ce qu'on est vulnérable? Je suis pas sûre de comprendre. Quand les données sont hébergées dans le nuage, je pense que le fait qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit ici, si nos données sont dans le nuage, oui, c'est ça. Pour revenir à la question de la souveraineté numérique, là, j'avais écrit un article là-dessus il n'y a pas si longtemps. J'avais interviewé Vanessa Henry, qui est avocate spécialisée dans le droit de l'informatique. Puis, ce qu'elle me disait, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle de souveraineté numérique au Québec, mais on n'a même pas encore de définition, je crois, au niveau, disons, étatique, là, provincial, de qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique. Et on parle de l'hébergement souverain des données, mais aussi plein d'autres composantes de l'infrastructure aussi. Je pense que le gouvernement, quand il est rentré dans la réglementation, dans le fond, cette idée de souveraineté numérique, il reste encore beaucoup de travail à faire en termes de qu'est-ce que c'est pour le Québec, la souveraineté numérique, parce qu'effectivement, comme Jean-Philippe disait tantôt, on ne peut pas tout faire. Ce serait difficile de tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire, de toute façon, tout faire? Il y a beaucoup de choses à changer. Monsieur Descaries, Mathieu, expliquez-nous pourquoi la cybersécurité est l'un des sujets les moins importants pour l'administration Trump. On va revenir chez les Américains. Je vous remets en fin 2024, donc peu de temps avant l'élection de Donald Trump, le programme du Parti républicain il dressait sa liste des priorités et la cybersécurité était littéralement le dernier point du programme, là, physiquement dans le PDF. C'était la dernière ligne. On le voit aussi par le démantèlement systématique d'organismes comme la Cyber Security Infrastructure Security Agency,
les coupes qu'on fait dans l'appareil étatique américain, il y en a beaucoup qui ciblent beaucoup des agences de sécurité informatique. La CISA, ce que j'ai nommé, leur but, c'est de protéger les infrastructures critiques américaines. Ils se retrouvent à peu près le tiers de leurs employés qu'il y avait il y a un an. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour avoir les mains libres? Pour avoir... parce que Elon Musk est dans le portrait, et puis les compagnies privées aussi. Elon Musk a certainement eu un rôle à jouer dans la propagande idéologique sur l'efficacité gouvernementale avec son projet de DOGE, le Department of Government Efficiency, qui n'existe plus maintenant, qui était censé exister pendant 18 mois de temps, et finalement, il a fait 7 mois à peu près, quelque chose comme ça. Il sortait dans quoi qu'il pouvait couper dans le gras essentiellement, puis cette idée-là, c'est même si ça n'a pas été ciblé spécifiquement, reste que ça a subi les contre-coups de cette idéologie-là, tout ce que le gouvernement fait, c'est de la boîte, fait qu'on coupe ça le plus possible. Et laissons le privé, finalement. Oui, évidemment. Ça, c'est sûr que ça fait partie de leur idéologie en question. Mais à la base, c'est sûr que ça n'a jamais été une priorité. Pour le Parti républicain, il n'était pas connu pour ça. Sous Trump, ça l'est encore moins. Les coupures affectent l'opérationnel de ce que les gens qui sont censés défendre les infrastructures critiques américaines, d'acteurs de menaces qui sont, à bien des égards, déjà dans leur réseau interne. Je pense à l'acteur de menace Salt Typhoon, notamment, qui est un acteur de menace chinois, qui a été compromis. C'est dur à suivre exactement. Là, c'est au moins une douzaine de compagnies de télécommunications américaines depuis au moins un an et demi. Où ils sont à l'intérieur de leur réseau puis qui se font les données essentiellement. Donc, dans un contexte où les Américains disent nous, on veut pas investir en cybersécurité, c'est pas important, ou on coupe dans le gras, tout ça, ou autant au niveau privé qui sont compromis par les acteurs de menace chinois comme Salt Typhoon, autant au niveau gouvernemental où le DOGE, le Department of Government Efficiency, il y a quelques mois de ça, est rentré dans plein d'agences avec leurs grosses bottes en faisant ce qu'ils voulaient. Puis Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils ont exfiltré comme information. Donc, ils sont autant compromis au niveau privé qu'au niveau gouvernemental. Madame Tan, les services de contrôle de l'immigration et des douanes, ICE, utiliseraient aussi diverses technologies pour pister ce qu'ils considèrent être des indésirables. Pouvez-vous nous parler des outils et de ce qu'ils permettent de cette technologisation de la répression? Ben oui, on se met dans le contexte, là, on est vraiment, on voit une convergence entre les intérêts de l'administration Trump et ceux des géants de la tech. Je pense qu'on se rappelle tous de l'image d'Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos aux premières loges de l'inauguration de Trump il y a presque exactement un an. Hélas, on s'en souvient. On s'en souvient très bien et c'est un rapprochement entre des puissants acteurs là, de la technologie et du gouvernement qui inquiètent compte tenu justement des politiques anti-immigration musclées, pour utiliser un euphémisme, de Trump. Et c'est pas nouveau, là, l'acquisition des nouvelles technologies par le gouvernement américain auprès des grosses compagnies américaines, compagnies technologiques américaines, ne date pas d'hier. Autant les démocrates que les républicains au pouvoir se sont dotés d'outils technologiques pour appuyer leur politique. Il y a le professeur Ulysses Ali Meyas, qui est professeur de communication au State University of New York, qui écrivait dans Al Jazeera et disait qu'on estime que depuis 2020, la police de l'immigration ICE et d'autres agences gouvernementales connexes ont dépensé 7,8 milliards de dollars. En fait, je dis milliards, c'est BN. BN, c'est milliards, je pense. Oui. Ça se peut que ce soit plus gros que ça. Ça se peut que je me trompe. Je sais pas. Oui. Excuse-moi, je te regarde. Oui, il faut que tu me regardes. Mais on va dire que oui. Beaucoup d'argent à travers 15 000 contrats avec 263 compagnies privées sur des technologies, seulement des technologies liées à l'immigration. Là. Ouais, et puis on parle de dollars américains aussi. En plus, exactement. Donc, c'est une grosse machine qui se technologise de plus en plus. Quelques exemples de cette technologisation. Dans les dernières années, il y a un contrat de 2 millions de dollars qui a été octroyé au fabricant israélien de logiciels espions Paragon, donc pas un géant de la tech américaine, mais un géant israélien, dont le produit graphite de Paragon a été utilisé contre des journalistes et des activistes en Italie. Ça a fait un gros scandale l'année passée. Il y a aussi un contrat de 3,75 millions de dollars avec la compagnie Clearview AI, une compagnie dont la technologie de reconnaissance faciale a d'ailleurs été utilisée de manière abusive par la Gendarmerie royale du Canada ici, selon un rapport du commissariat à la protection de la vie privée en 2021. Et le nom qui sort souvent et qui est sorti récemment, c'est la compagnie Palantir, qui a été cofondée par Peter Thiel, qui a été embourbée là, dans des nombreux scandales dus à son rôle dans l'accroissement de la surveillance étatique aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Et
il y avait le American Immigration Council qui rappelle que depuis 2013, Palantir a fourni à ICE plusieurs systèmes de surveillance qui ont été utilisés pour mener des raids sur les lieux de travail, pour enquêter sur les demandeurs d'asile, entre autres. Puis on parle d'outils, mais on parle aussi des données qui sont fournies par, entre autres, les courtiers en données, donc les data brokers, au gouvernement pour complémenter leur collecte de données qui est plus limitée que celle des compagnies technologiques. Puis je fais un lien ici entre les données puis Palantir parce qu'une des spécialisations de Palantir, c'est l'agrégation, l'analyse et la visualisation de données sur des individus qui permettent de trouver des patterns et de faire des prédictions à partir de ces patterns de données-là qui lui sont fournis par les différentes agences gouvernementales. Et donc, selon certains critiques, on se retrouve dans une sorte de justice ou même voire de criminalisation prédictive qui est basée sur les algorithmes, qui est un modèle qui, encore une fois, selon certains observateurs, sous un vernis de neutralité technologique, cache beaucoup de biais humains et surtout tend à marginaliser de surcroît les personnes qui sont visées par ces technologies. Les plus vulnérables. Exactement, les plus qui sont des personnes de couleur aux États-Unis. Entendu. Pour finir, Monsieur Descaries-Mathieu, en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? et en 1 minute, évidemment. Oui, ça, c'est régler tous les problèmes du monde en 1 minute. Ça, on me demande souvent cette question-là. Ça revient un peu au concept de souveraineté numérique, encore une fois. C'est pas impossible de créer nos propres centres de données, gros centres de données. C'est pas impossible de favoriser nos propres Internet Exchange Points. C'est pas impossible, jusqu'à un certain point, de même passer notre propre infrastructure Internet. C'est des projets d'envergure. Si c'est important, pour les gens réellement important, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, on est assujetti aux Américains. Fait que, puis c'est vrai pour nous, c'est vrai pour la majorité du monde présentement. Ils emmènent large. Donc, il faut trouver une manière de soit encadrer ça par de la réglementation. Donc, l'État doit faire son rôle, doit faire sa job de protecteur du citoyen. Mais quand tu n'as pas le rapport de force avec des grosses entreprises qui ont un PIB supérieur qui ont des revenus supérieurs à des PIB nationaux là, de plusieurs pays mis ensemble. Donc, sur papier, c'est ça qu'il faut faire. Concrètement, on est c'est le David contre Goliath typique. Là. Sauf que le Goliath est vraiment, vraiment plus gros que David, là, mais à des ordres de magnitude vraiment plus grosses. Donc, c'est très difficile à faire. J'ai quasiment le goût de dire que c'est aux Américains de faire cette révolution, entre guillemets-là. Ça n'arrivera pas, là, mais je veux dire, il faudra pas attendre que ça vienne de là, même si ça devrait venir d'eux, parce que c'est eux qui causent le problème, ultimement. Ils ont une situation de monopole. Donc, est-ce qu'on faut s'allier avec l'Union européenne, qui a des très bonnes réglementations par rapport à ça? Se mettre ensemble dans les pays moyens, finalement, ça pourrait... Pour pas faire écho au discours récent de Mark Carney à Davos. Je sais pas si c'est ça la solution, honnêtement, parce qu'on s'assujettit à d'autres grandes puissances aussi que l'Union européenne. Donc, pour les middle power, les petits pays, il va falloir s'adosser à un des gros joueurs. Il va falloir choisir notre poison, je pense. Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie de Jean-Philippe Descaries-Mathieu, spécialiste en cybersécurité et gestion de risques technologiques, et de Fanny Tan, chercheur à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse indépendante spécialisée en technologie. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour l'émission aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie de cette émission aujourd'hui, Lysandre Duplé. À la recherche cette semaine, la réalisation, le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la autour de vous. Réécoutez-nous et suivez-nous pour ne rien manquer. La page de Je vote pour la science est sur le site de Science Presse à sciencepresse.qc.ca. En attendant de nous retrouver, je vous souhaite à tous et à tous de passer une très belle semaine à notre antenne. Merci. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de